Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de l'immobilier en France, avec la baisse des prix qui est en train de se généraliser, même de s'aggraver un peu partout. Alors il est vrai qu'ici même, il y a à peu près 1 an et demi, nous vous annoncions cette baisse des prix. À l'époque, beaucoup nous riaient au nez en disant ben non, ça ne baissera jamais, tout va bien, l'immobilier français est solide, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. On voit où nous en sommes aujourd'hui, encore ce déni de réalité qui a fait beaucoup de dégâts, et surtout cette crise est en train de se généraliser, pas seulement dans l'ancien, mais également dans le neuf. Et ça, c'est nouveau, d'où cette question, cette crise va-t-elle encore s'aggraver? Quelle va être son ampleur? Et puis surtout, quelles conséquences pour nous d'un point de vue économique et d'un point de vue également de nos investissements? Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut acheter? Voilà, beaucoup de questions. Combien peuvent encore baisser les prix? Nous allons donc répondre à toutes ces questions, évidemment en toute transparence, en toute indépendance, avec des graphiques réalisés sans trucage et aussi des sources que nous nommons, et notamment sur ce premier graphique qu'on suit déjà depuis plusieurs mois, qui représente le niveau des prix des logements donc dans l'ancien pour les appartements dans les villes où ça coûte le plus cher. Et donc que voit-on? Donc ces meilleurs agents qui fait ça, hein, donc c'est les chiffres que vous pouvez avoir d'ailleurs sur internet, ils sont disponibles, et donc on voit que dans toutes les villes où justement les prix étaient très élevés, parmi les plus élevés en France, les villes de plus de 100 000 habitants je précise, eh bien on a une baisse des prix assez forte. Donc on va commencer bien sûr par Paris, donc nous serions à 10 081 € du mètre carré, selon d'autres agences on serait même sous les 10 000 € du mètre carré, mais enfin bon, on voit bien qu'il y a quand même une nette baisse, et par rapport au plus haut, vous voyez que la diminution est de 7,6% donc sur Paris. Sur Boulogne, là aussi c'était un petit peu la superstar de la banlieue parisienne, là aussi une baisse regardée de 11,2%, 8 702 € du mètre carré. Montreuil, c'était un petit peu l'effet de mode il y a encore quelques mois, moins 6,6%, 7 019 € du mètre carré. Aix-en-Provence, ça a toujours la cote bien sûr, mais néanmoins c'est que ça avait beaucoup flambé, 5 150 € du mètre carré, moins 1,4% donc par rapport au plus haut. Lyon également, très forte baisse, moins 9,9% donc par rapport au plus haut, soit 5 065 € du mètre carré aujourd'hui. Nice, moins 1,2%, c'est vrai que Nice, il y a encore quelques mois, c'était une ville où ça montait encore les prix, là c'est en train de se calmer. Pareil sur Bordeaux, donc là, moins 4,1%, la baisse s'aggrave, et sur Rennes, moins 1,8%, Villeurbanne, dans la banlieue bien sûr de Lyon, moins 2%, et Strasbourg, qui là aussi tenait un petit peu, commençait à rattraper son retard, mais non, moins 3,5%, à moins à peu près de 3 957 € du mètre carré. Donc voilà, effectivement, pour la baisse des prix sur les appartements donc dans les villes de plus de 100 000 habitants, là où c'était le plus cher. Si maintenant on regarde les 10 premières villes de France, et bien là aussi ça baisse partout. Il y a quelques mois, il y avait encore 4-5 villes où ça augmentait encore. Eh bien non, là ça y est, là plus qu'une seule ville où ça augmente encore, c'est Lille, hein, plus 0,5% finalement sur un mois. Donc on est quand même à 3 644 € du mètre carré. C'est pas non plus extrêmement cher. Enfin, pour Lille, oui, certainement, c'est par rapport à Paris, c'est sûr, mais néanmoins, on se rend bien compte que ça augmente encore, mais de moins en moins. Par contre, toutes les autres villes, ça baisse par rapport au plus haut. Eh bien, on vient de voir Paris, évidemment, moins 7,6%. Marseille, moins 4,2%, 3 734 € du mètre carré, là aussi, pour les appartements. Lyon, on vient de voir. Toulouse, moins 2,6%. Nice, on a vu. Nantes, moins 4,8%. Strasbourg également. Montpellier, moins 2,5%. Et donc, on reste sur Bordeaux, moins 4,1%. On vient de le voir. Donc, tout ça, là aussi, encore une fois, meilleurs agents, hein, je le rappelle, donc qui montrent qu'on a cette baisse des prix. Alors, certains montrent des baisses de prix un petit peu plus élevées. Il y a quelques villes où ça monte encore un petit peu, donc de moins de 100 000 habitants, notamment, où ça n'avait pas fortement augmenté ces derniers mois, mais néanmoins, on se rend bien compte que cette baisse est en train de se généraliser. Alors, évidemment, la question que tout le monde se pose, j'ai envie de dire, pourquoi tant de haine, évidemment, dans ce secteur, avec parallèlement, je dirais, le secteur du neuf qui est en train de s'effondrer lui aussi. Ça, c'est nouveau, parce qu'on avait l'habitude de la baisse donc, des prix depuis quelques mois sur l'ancien, mais on voit que dans le neuf également, eh bien, là aussi, c'est en train de faire extrêmement mal. Regardez bien, donc si on regarde les chiffres, en tout cas, tout à fait officiels de la Fédération des promoteurs immobiliers, donc les réservations d'appartements donc avaient baissé déjà de 25% en 2022, et là ils s'effondrent de 34% depuis le début 2023, donc juste sur 5 mois, c'est assez incroyable. La chute a même atteint donc 52% pour les réservations des seuls particuliers. Au premier trimestre 2023, donc l'investissement dans l'immobilier résidentiel s'est effondré de 83% en glissement annuel. C'est des chiffres complètement fous. On a quasiment jamais vu ça, sauf dans les phases de grave crise, bien entendu. Et sur les ventes de maisons neuves, là c'est sur l'année 2022, donc c'est Pôle Habitat de la FSB qui fait ça, donc 31,3% de baisse. Donc on voit que c'est assez colossal. Si on regarde les chiffres également tout à fait officiels de la demande de logements neufs de l'INSEE, vous voyez, c'est assez incroyable. On est quasiment sur des plus bas historiques. Là on a le mois d'avril, on n'a pas encore le mois de mai, mais on est sur des plus bas
bas quasiment historiques. Seulement en 2014, on avait connu ça. Donc ensuite, ça reste évidemment des plus bas. Et donc ça montre que évidemment, il n'y a plus de logements neufs. D'où cette question que j'évoquais tout à l'heure un petit peu par anticipation. Pourquoi tant de haine? Pourquoi effectivement tant de baisse sur le front de l'immobilier? C'est vrai que beaucoup n'imaginaient pas cela. C'est en train de se produire aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs raisons, bien entendu. Hein, elles sont multiples. J'en ai ici mis quelques-unes. D'abord, on a la correction de la bulle immobilière passée. On avait une bulle immobilière, on la verra tout à l'heure. Elle est en train simplement de se dégonfler aujourd'hui. Donc c'est tout à fait logique. Ensuite, remontée des taux d'intérêt, là aussi. Donc ça veut dire que le coût du crédit est plus cher. Et donc ce qui fait que, évidemment, il y a moins de demandes et ça va évidemment continuer. Parallèlement, l'inflation qui a été forte, donc baisse du pouvoir d'achat. Donc les ménages français n'ont plus forcément les moyens de consommer déjà comme ils le souhaitent. Alors évidemment, a fortiori, d'acheter de l'immobilier, c'est plus compliqué. On a également un durcissement des conditions de crédit au crédit immobilier. Hein. Les banques finalement font plus attention. Il y a un coût du risque qui augmente. Il y a des défaillances d'entreprises. Donc les banques prennent des risques aujourd'hui. Donc ça peut être dangereux. Plus l'augmentation des taux d'intérêt. Donc les banques sont plus regardantes. C'est pas ce qu'on appelle un crédit de crunch, mais ce qu'on appelle un rationnement du crédit qui est rationnel et donc qui fait que, évidemment, beaucoup de ménages français n'ont plus accès, malheureusement, à la propriété ou simplement pour acheter ou un bien immobilier plus grand. On a également, alors là c'est plus pour le neuf, la flambée des coûts de construction et évidemment les nouvelles normes énergétiques. Alors c'est bien beau tout ça, mais ça a un coût énorme. Il y a beaucoup de maisons qui ne sont pas aux normes. Donc là aussi, la demande de logement neuf, elle n'est pas forcément là parce que ça coûte plus cher, sans oublier l'explosion de la taxe foncière, évidemment, plus les contraintes administratives, on en a de plus en plus ici ou là. Donc tout ça fait que le secteur de l'immobilier, évidemment, est en danger. Et comme vous le savez, comme on dit, hein, quand le bâtiment va, tout va, et quand le bâtiment ne va pas, rien ne va plus, j'ai envie de dire, et c'est là qu'il y a la difficulté. On va voir maintenant les impacts économiques de tout ça, et on va commencer justement par cette bulle immobilière qui est en train de se dégonfler. Donc on va voir un graphique sur longue période qui représente les prix de l'immobilier, donc selon l'INSEE avec les indicateurs des notaires. Donc là, c'est pas les agences, c'est vraiment les notaires qui calculent ça. Donc sur longue période, on voit, on se souvient ici de la bulle donc en 2005-2007, ça fait plus 23,5%, après moins 9%, ensuite redémarrage 28,2%, et puis de nouveau la baisse, 7%. Vous voyez qu'à chaque fois, on a des phases de baisse, et puis après, ça redémarre. Et là, c'est vrai que 34% de hausse donc depuis 2015, c'était assez incroyable. Et là, voilà, ce que j'évoquais tout à l'heure, les chiffres de l'INSEE le montrent, moins 0,2%. Pour l'instant, c'est un tout petit peu, ça avait stagné au quatrième trimestre 2022, ça baisse de 0,2% au premier trimestre 2023. C'est la première fois qu'on a une baisse depuis le troisième trimestre 2015. Ah oui, ça commence à faire beaucoup. Donc c'est vrai que donc, nous ne sommes pas habitués à ça. Beaucoup ne sont pas habitués à cela. Donc ce qui fait qu'on a ce dégonflement tout à fait logique parce que justement, on avait une bulle. Comment on voit cette bulle? Là, on a l'évolution des prix des logements, c'est la courbe bleue. La courbe rouge, c'est le PIB mesuré en valeur. Alors, c'est vrai que, voilà, on voit ces écarts, hein, donc c'est en bas de 100 en 2005, et réciproquement, lorsqu'il y a des dégonflements de bulles, effectivement, donc la courbe bleue, c'est-à-dire les prix passent en dessous la courbe rouge, c'est-à-dire le PIB. Là, on voit évidemment le coronavirus. Après, ça redémarre, ben, toujours cet écart. Alors, l'écart se réduit, c'est vrai, parce que la courbe rouge, donc le PIB en valeur, donc augmenté de l'inflation, est en train d'augmenter, mais on voit que la courbe bleue, là aussi, est en train de se réduire. Donc, voilà, on pourrait avoir une baisse de 10 à 15% parce que justement il faut que la courbe bleue retrouve la courbe rouge, voire passe légèrement en dessous. Hein. On se souvient de la dernière grosse bulle, hein, vraiment la plus grave, qui était vraiment d'ailleurs très spéculative, c'était donc dans les années 80-90. Là à l'époque les prix avaient monté de 195% et ensuite moins 28%. Donc on a vu les autres bulles par la suite. Alors qu'est-ce qui a alimenté cette bulle? On l'a vu tout à l'heure rapidement, ce sont évidemment l'évolution des taux d'intérêt. Hein. Ces taux d'intérêt, on le voit bien, lorsque, donc là c'est la courbe rouge, hein, c'est donc les taux d'intérêt. Donc quand les taux d'intérêt baissent, évidemment très vite, les cours des immobiliers ont tendance à monter, comme ici, vous voyez, là voilà. Et inversement, là on a cette baisse des taux d'intérêt, ça a alimenté la bulle, et ça y est, maintenant c'est fini, la fête est finie, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, et donc les prix sont en train de se stabiliser. Et j'ai envie de dire, tous les taux d'intérêt augmentent, bien sûr les taux d'intérêt monétaires, hein, c'est la courbe bleue ici, le taux REFI de la Banque centrale européenne, on est à 4%, et le taux 10 ans de la dette publique française, donc était autour des 3%, il était monté à 3,2, après on est monté, redescendu à 2,9, là on est autour des 3%, ça se stabilise, donc d'ailleurs on est en deçà du taux monétaire, et donc tout ça évidemment pèse sur les crédits des ménages, et c'est très clair, on le voit sur ce graphique que j'avais présenté justement quand j'avais annoncé le dégonflement à venir donc de la bulle immobilière, c'est que là on a donc l'évolution des prix de l'immobilier, on retrouve la courbe bleue par rapport à la courbe rouge, c'est-à-dire les taux d'intérêt, mais en échelle inversée. C'est-à-dire que quand la courbe rouge augmente, ça veut dire que les taux d'intérêt baissent, donc ce qui alimente la hausse des prix. Et là, ça y est, regardez l'augmentation des taux d'intérêt qui a été évidemment dramatique. Hein. C'est la plus forte augmentation en si peu de temps depuis 86-87. Hein. C'est le plus grave krach obligataire français depuis 1986-87. Donc ce n'est pas rien, évidemment. Et donc la courbe bleue, peut-être ne va pas suivre complètement la courbe rouge, mais néanmoins, comme les taux d'intérêt restent élevés, eh bien, les prix des logements vont continuer de baisser. D'ailleurs,
d'ailleurs, on voit que cette hausse des taux d'intérêt commence à agir sur le comportement des ménages. Là, vous avez le taux d'endettement des ménages. On était monté à 102% il y a quelques trimestres. Et là, voilà, c'est en train de baisser. On est à 101,1% du revenu disponible. Donc, je rappelle que ça, c'est l'encours de l'ensemble de la dette par rapport au revenu des ménages. Donc, ce n'est pas ce qu'on rembourse tous les mois, c'est vraiment l'encours d'endettement. Donc, ce qui compte, c'est la tendance. Vous voyez, on était autour des 50, 60 au début des années 2000. Là, on est monté à 102. Et là, vous savez, ça commence à baisser un petit peu. C'est encore léger, mais c'est en train de reculer au gré de l'augmentation des taux d'intérêt. Alors justement, si on regarde les taux d'intérêt de marché maintenant, avec, donc là ce sont les indicateurs de Empruntis. Il y en a d'autres évidemment, mais je trouvais qu'effectivement ces taux d'intérêt reflétaient bien la réalité. Et donc on voit que c'est en train d'augmenter partout. Donc là on a, alors le meilleur taux qu'on peut avoir sur 10 ans aujourd'hui c'est 2,70. Mais généralement c'est plutôt en moyenne 3,45%. Et le taux 20 ans, donc plutôt le taux immobilier, vous voyez qu'on est à 3,70, voire 3,85 sur le taux à 25 ans. Donc ça monte évidemment partout. Si on regarde la courbe donc de l'évolution des taux d'intérêt, donc juste depuis un an, depuis juin 2022, vous voyez que, alors en bleu on a je dirais le taux minimal, en orange on a ou du moins en jaune on a le taux moyen, et en orange foncé on a le taux maximal, donc évidemment se produit régulièrement. Regardez bien, on monte jusqu'à 4,6% aujourd'hui sur le taux 20 ans pour beaucoup effectivement de ménages français justement qui ont des difficultés, et donc parallèlement s'ils ont ces difficultés ils ne peuvent pas emprunter. Mais on voit bien que cette augmentation des taux d'intérêt elle est bien là, même le taux minimal vous voyez qui augmente assez nettement, donc ça veut dire qu'il y a un coût évidemment supplémentaire pour les ménages. Donc dans ce contexte-là, quid de l'avenir? La baisse va évidemment continuer. Il suffit de regarder l'évolution à venir de l'offre et de la demande pour comprendre ce qui va se passer. Alors déjà du côté de l'offre, alors il y a toujours le problème du télétravail qui fait que vous savez que on a moins besoin de locaux, donc tous les locaux, je dirais, de bureaux évidemment sont vides, donc ça peut inciter soit à les vendre, soit à les transformer en logement, donc ce qui fait augmenter, je dirais, donc l'offre. Parallèlement, donc on a cette hausse des coûts, et donc ça veut dire qu'on a une crise de l'immobilier de bureaux et aussi d'habitation, et n'oublions pas que beaucoup d'investisseurs qui étaient sur le bureau, aujourd'hui ils risquent de vendre parce qu'ils font des moins-values, donc ça va, ils vont vendre peut-être leurs biens immobiliers, je dirais, donc de logement, pour compenser les pertes sur le bureau, donc ce qui va faire augmenter l'offre. Donc l'offre augmente. Deuxième élément, ça c'est un élément technique, malheureusement, ce sont les décès. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle le papy boom, ça veut dire les enfants du baby boom, donc qui quittent ce monde, et donc le nombre de décès augmente chaque année. On était à 570 000 il y a encore quelques années, et donc là c'est évidemment hors effet Covid, c'est tout à fait logique. 670 000 décès par an aujourd'hui en France. Donc là aussi, ça veut dire que ça va augmenter les biens, parce que les personnes qui étaient propriétaires, qui laissent leurs biens, bien sûr, ils peuvent le laisser à leurs enfants, mais s'ils ont déjà un bien, on va vendre des biens, donc ça va également augmenter l'offre. Et parallèlement, comme on vient de voir, on a une dette qui est élevée, plus un risque d'augmentation du chômage, parce qu'il y a la récession qui est en train d'arriver. Donc là aussi, beaucoup de ménages ne peuvent pas rembourser leur endettement, donc il risque d'avoir des ventes contraintes. Donc ce qui veut dire que, vous voyez que de tous ces points de vue, l'offre va augmenter. Donc quand l'offre augmente, évidemment, ça joue à la baisse sur les prix. Et parallèlement, sur la demande, on pourrait se dire, la demande, elle va augmenter plus que l'offre. Non, la demande aussi est en train de baisser. Donc on vient de le voir, il y a une inflation qui est forte, une précarisation sociale, fortiori si le chômage augmente, donc le pouvoir d'achat des ménages continue de baisser, même si l'inflation baisse un peu, mais les prix ne baissent pas, donc il y a beaucoup de ménages qui aujourd'hui sont vraiment pris à la gorge, donc s'ils ont un crédit sur le dos, ils ne peuvent pas le rembourser, donc pour, je dirais, essayer d'éviter la faillite, ils risquent de devoir vendre leurs biens, en tout cas ils ne vont pas pouvoir également acheter, ils ne pourront pas se porter acquéreurs, donc à la fois hausse de l'offre et baisse de la demande. On évoque également resserrement des conditions de crédit chez les banques. Non pas qu'elles ne veulent pas octroyer des crédits, mais c'est plus compliqué pour elles parce que le coût du risque a augmenté. Donc elles sont plus regardantes sur les dossiers. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des dossiers tout à fait viables, qui sont tout à fait sérieux, qui, je dirais, ont des bons emplois, des bons revenus, voire parfois sont même fonctionnaires, etc., donc qui ont un revenu garanti finalement, n'arrivent pas à octroyer, à obtenir un prêt parce que justement le coût du risque pour beaucoup de banques a augmenté et que les taux d'intérêt ont augmenté. On n'a pas ces conditions favorables, donc resserrement de ces conditions. Et là aussi, donc, ça veut dire que la demande est en train de baisser. Puis évidemment, dernier point, on a l'impôt sur la fortune immobilière qui est toujours là, plus la taxe foncière. Et donc là aussi, on se dit, à quoi bon peut-être acheter de l'immobilier aujourd'hui? Donc vous voyez que vous avez à la fois l'offre qui est effectivement, je dis donc, en train d'augmenter, et parallèlement la demande qui est en train de baisser. Donc l'offre qui augmente, la demande qui baisse, voilà, c'est la règle de base de l'économie, les prix ont tendance à baisser, c'est ce qui est en train de s'observer aujourd'hui sur les prix des logements. Et donc, si on regarde bien maintenant pour conclure,
5 grands points, j'ai envie de dire, qui vont marquer le marché de l'immobilier. D'abord, on vient de le voir, donc les conditions de crédit vont encore se tendre, les taux d'intérêt vont encore augmenter. On peut atteindre d'un taux d'intérêt de la dette publique française à 4%, plus taux d'intérêt monétaire qui vont également augmenter. Donc ça veut dire qu'il y a encore des hausses des taux d'intérêt sur les crédits qui vont arriver, plus des banques qui vont être plus parcimonieuses. Donc attention, là aussi, donc, ça va jouer, encore une fois, à la baisse sur la demande, et donc ça va limiter, là aussi, le rebond potentiel des prix de l'immobilier. Donc il y aura plutôt une baisse. Les transactions immobilières vont encore baisser selon la FNAIM. Donc, là aussi, c'est tout à fait officiel. Moins 15% est attendu pour 2023, donc des transactions immobilières. Donc là, évidemment, c'est un gros impact sur l'économie, parce que s'il y a moins de transactions, s'il y a moins d'activités dans la construction, ben là aussi, évidemment, il y a un impact économique. Donc ça veut dire du chômage, donc ça veut dire moins de revenus. Ouais, c'est un cercle pernicieux. Et là aussi, ça va jouer à la baisse sur les prix de l'immobilier. Donc pour l'ancien, on maintient, on l'a vu, ça a déjà bien baissé à Paris, mais néanmoins, ça peut encore baisser de 10 à 15% en moyenne nationale. Vous voyez, donc ça sera autour des 15%, ça pourrait même aller au-delà, ça sera déjà pas mal. Alors bien sûr, c'est-à-dire que sur longue période, on sera toujours gagnant. L'immobilier reste un très bon placement sur le long terme, mais tout de même, sur le court terme, il y aura cette baisse de 10 à 15% qui va encore se produire dans on va dire les 12 à 24 prochains mois, donc qui est déjà là, et ça va évidemment s'aggraver. Alors, que peut-on faire? Si on possible, il vaut mieux attendre, je dirais, avant d'acheter, parce que les prix vont encore effectivement baisser, même si les taux d'intérêt vont encore un petit peu augmenter. La baisse des prix de 10 à 15%, ça pourrait être là aussi sympathique. Donc il y aura un petit corner lorsque l'inflation va baisser. Donc les taux d'intérêt vont repartir à la baisse plutôt en 2024. Et à partir de là, donc comme les prix auront baissé, ça sera le moment à ce moment-là, donc justement, d'acheter. Et parce qu'évidemment, après le dégonflement de la bulle, eh bien, on pourra repartir sur des bases plus saines sur l'immobilier, qui reste évidemment dans des meilleurs placements. Je vous rappelle les 3 placements phares. Mais 3 placements favoris, va-t-on dire, évidemment l'immobilier, les actions avec les dividendes, et puis un peu d'or, la fameuse poire pour la soif. Donc l'immobilier va rester, je dirais, dynamique sur le long terme, mais par contre à très court terme, il faut rester extrêmement prudent. On l'avait annoncé il y a 1 an et demi, tant mieux pour ceux qui nous ont écoutés. Pour les autres, c'est pas grave, on vous en veut pas, mais simplement regardons la réalité en face, c'est ça le plus important. Donc portez-vous bien, donc bon courage pour cette crise d'immobilier, parce qu'elle va être quand même, elle va durer encore au moins 1 an. Ensuite, ça redémarrera peut-être 2024-2025, mais c'est vrai que là, on a encore 1 à 2 années un peu plus compliquées sur l'immobilier, avec également une récession qui est en train d'arriver en France. On en reparlera certainement la semaine prochaine avec de nouveaux indicateurs. Merci encore pour votre fidélité, bonne continuation, portez-vous bien et à très bientôt.